Merci Pascal Colombani et Christian Amator pour introduire l'hydrogène, en effet, dans cette discussion, dans cet après-midi sur les gaz. Je crois qu'en effet, on ne peut pas échapper à parler de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz, en effet. Et contrairement au gaz naturel dont on vient de parler, s'il y a bien un sujet sur lequel il y a tous les points de vue, c'est bien l'hydrogène, dont on entend certains dire que c'est le carburant du futur et d'autres que l'hydrogène n'a aucun avenir. Donc on a à peu près toute cette gamme-là. Alors, il convient quand même de se faire une petite idée un peu plus précisément, et c'est de ça que je vais parler. Alors, je crois qu'il faut parler de l'hydrogène dans le contexte du développement des énergies renouvelables. Parce que je crois qu'on peut dire que c'est une façon de stocker ces énergies qui sont très diluées, très intermittentes, et donc qui nécessitent d'être accompagnées par des stratégies, des technologies de stockage, de concentration de stockage, et que je pense qu'on peut dire que d'utiliser ces énergies qu'il faut stocker pour casser la molécule d'eau, H2O, et pour former de l'hydrogène, comme vous allez le voir, c'est une bonne façon de stocker de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Je n'ai pas dit que l'énergie nucléaire était renouvelable, mais disons, évidemment, l'excès d'électricité qui est produit dans les centrales nucléaires peut être utilisé, en effet, pour décomposer l'eau en hydrogène. Et donc, c'est dans la liaison hydrogène-hydrogène que vous avez cette énergie stockée. Alors, ici, j'ai introduit d'autres choses, parce que ce n'est pas la seule façon de stocker les énergies renouvelables. Il y a évidemment tout le domaine des batteries, dont je ne parlerai pas. Bon, les batteries ne sont pas des gaz, donc c'est normal qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Mais c'est quand même une forme de stockage, et vous verrez que lorsqu'on a déjà commencé à discuter le problème du transport, j'en dirai aussi quelques mots aussi. Évidemment, il faut tenir compte de la stratégie véhicule électrique et batterie. Puis il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on peut aussi, alors j'en dirai quelques mots, mais on aurait pu avoir dans le programme le dioxyde de carbone lui-même comme gaz à considérer dans les nouvelles stratégies de demain, parce que, évidemment, c'est une forme de carbone qui pourrait être utilisée pour faire autre chose que de l'enfouir au fond des terres, en disant qu'il est affreux et qu'il sert strictement à rien. Évidemment, c'est tout à fait faux. Le dioxyde de carbone est un gaz particulièrement utile sur la Terre, vous le savez. Mais l'idée est qu'on pourrait, par cette transformation, c'est à nouveau transformer le CO2, bon, c'est beaucoup plus compliqué, mais en molécules carbonées réduites, en utilisant ces énergies-là, c'est aussi une stratégie de stockage des énergies renouvelables. Et je rajoute qu'on peut le faire soit directement, soit, et comme vous allez le voir, je l'illustrerai avec un cas, utiliser l'hydrogène pour convertir du CO2 en hydrocarbures ou en molécules plus élaborées, molécules organiques. Alors ça, c'est quand même très très important, parce que souvent, quand on parle de l'hydrogène, on a tendance à imaginer un monde hydrogéné. Moi, j'ai du mal à imaginer pour le moment autre chose qu'un monde carboné. Donc il faudra quand même qu'une fois on a bien vu déjà lors des 2 premiers exposés que ce n'est pas encore demain, quand on n'aura plus d'énergie fossile, je pense qu'il faudra quand même du carbone, et peut-être que le CO2 sera une source de carbone si on sait évidemment faire ces transformations dont je suis en train de parler, qui pour le moment ce n'est pas le cas, enfin de façon efficace, avec des bons rendements, avec des dépenses énergétiques minimisées. Oui, un autre élément, je le dis tout de suite, vous le savez sans doute, mais lorsqu'on parle de l'hydrogène, on oublie souvent, parce qu'on dit d'un côté il y a le gaz, le pétrole, il y a l'hydrogène, etc. C'est pas du tout la même chose, parce que de l'hydrogène, il n'en existe pas sur la Terre, même s'il y a un exposé qui va nous raconter qu'il y a quelques sources d'hydrogène à certains endroits, mais pour le moment, c'est pas comme le pétrole, le gaz et le charbon. Il faut dépenser de l'énergie pour produire cet hydrogène qu'on va utiliser ensuite. Donc il faut bien avoir cette idée qu'au mieux, dans le meilleur des cas possibles, avec des rendements partout de 100%, nous n'aurons sous forme d'hydrogène que de l'énergie que nous aurons dépensée par ailleurs. Donc évidemment, la clé, c'est de le remplacer par quelque chose de très abondant, d'où ce schéma avec en particulier l'énergie solaire.
Alors, pourquoi c'est si intéressant l'hydrogène? C'est parce que dans un schéma simple, vous voyez, moyennant que vous utilisiez les bonnes sources d'énergie, donc de préférence pas les fossiles, parce que sinon on tourne en rond, vous utilisiez cette énergie pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, et ensuite vous avez une grande quantité d'énergie stockée dans la liaison hydrogène-hydrogène, et vous pouvez réutiliser cette énergie en oxydant cette molécule d'hydrogène, par exemple dans une pile à combustible. Et là, je reviens à la question de tout à l'heure, à savoir la propreté du carburant. Là, c'est typiquement le carburant le plus propre possible, puisqu'il n'y a pas, dans la réaction d'oxydation de ce carburant, la moindre production de CO2, il n'y a que de l'eau. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que brûler du CH4, c'est plus propre que de brûler du pétrole. Là, il faut de l'oxygène pur, alors que si vous avez de l'air, ce n'est pas de l'oxygène pur et vous allez fabriquer des saloperies. L'air, il y a quoi comme saloperie dans l'air? Ah bon, d'accord. Enfin, l'azote n'est pas une saloperie. Bon, on en discutera si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça ne produit que de l'eau, mais ça produit une quantité énorme d'hydrogène. Et donc là, ici, je vais parler d'énergie massique pour le moment, mais si on le ramène à la masse, 120 mégajoules par kilo ou 33 kWh par kilo, l'hydrogène est très très au-dessus du pétrole, du gaz et du charbon, avec des facteurs de plus de 2 et de 5 dans le cas du charbon. Donc la quantité massique d'énergie stockée dans les liaisons hydrogène-hydrogène est très intéressante. Bon, c'est ce qui est indiqué ici. À nouveau, c'est la comparaison, vous voyez, en densité énergétique, en kilowattheure par kilo. L'hydrogène est ici, les batteries sont ici, c'est de l'ordre de 0,5 mégajoules par kilo. C'est ce qu'il y a de moins intéressant du point de vue stockage massique. Et vous avez ici, à peu près comparable, eh bien, tous les carburants dont on vient de parler. Donc l'hydrogène, de ce point de vue-là, a un gros avantage. Bon, il y a quand même un certain nombre de problèmes, parce que s'il n'y avait que des avantages comme ceux que je viens d'indiquer, il y a très longtemps qu'on ne marcherait plus qu'à l'hydrogène. Bon, il y a un certain nombre de problèmes. Je vais en évoquer quelques-uns. Alors, je vais rester très général. Si j'ai le temps, je serai très heureux de vous raconter comment certains des problèmes sont traités dans mon laboratoire comme dans d'autres dans le monde. Mais en gros, voilà, excusez-moi, un peu de chimie, mais pas très très compliqué, parce que finalement, les réactions qui sont mises en œuvre dans les dispositifs qui permettent soit de produire de l'hydrogène, soit de l'oxyder, sont des réactions relativement simples. Vous voyez ici, vous avez des électrons qui vont dans de l'oxygène pour produire de l'eau, ou vous avez la réaction inverse, vous récupérez des électrons qui viennent de l'eau, et ces électrons peuvent être utilisés pour réagir avec de l'eau, parce que les protons c'est de l'eau, pour donner de l'hydrogène, et donc vous avez la mise en œuvre de cette réaction extrêmement simple. Alors, je prends les deux cas extrêmes dans lesquels on doit travailler pour que ces stratégies hydrogène puissent être un jour mises en œuvre réellement. La pile à hydrogène, vous avez d'un côté une anode où l'hydrogène que vous avez, dont vous disposez est utilisé pour donner des électrons, et ces électrons sont récupérés à une cathode pour réduire l'oxygène en eau. Le bilan, c'est la réaction de la droite vers la gauche. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Et en faisant cela, vous avez libéré l'énergie qui est dans la molécule d'hydrogène et que vous pouvez utiliser sous forme électrique dans cette pile. A l'inverse, si vous voulez produire cet hydrogène, eh bien là, au contraire, il faut apporter de l'énergie. Donc vous l'apportez, par exemple, sous forme électrique, et c'est un électrolyseur. À la cathode, vous avez l'eau qui reçoit les électrons et qui donne de l'hydrogène, donc vous produisez de l'hydrogène. Et à l'anode, vous avez l'oxydation de l'eau sous forme d'électrons et production d'oxygène. Et ce sont ces électrons qui sont utilisés pour réduire de l'autre côté l'eau pour donner de l'hydrogène. Donc ces réactions sont très simples et en même temps elles sont très compliquées parce qu'elles mettent en œuvre un grand nombre d'électrons. Et si sur le plan thermodynamique on comprend bien les choses, sur le plan cinétique, ce sont des réactions qui sont extrêmement lentes. Et donc c'est pour ça que je reviens à ce schéma. En réalité, ce cycle
merveilleux ne marche que si vous mettez en œuvre dans ces dispositifs, que ce soit un électrolyseur ou une pile à combustible, des catalyseurs. Il faut absolument des catalyseurs, et ça, c'est un des enjeux du développement de ces technologies. Pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'aujourd'hui, ces catalyseurs sont des catalyseurs à base de métaux nobles, par exemple le platine, et c'est une des raisons qui explique le coût de ces technologies-là. Une des raisons, il n'y a pas que celle-là. Et puis, il y a aussi une question de soutenabilité. En gros, vous pouvez faire un petit calcul très rapide. Si vous mettez une pile à combustible dans les 800 millions de véhicules qui existent aujourd'hui à la surface de la Terre, eh bien, en gros, le calcul démontre qu'en 15 ans, il n'y a plus de platine disponible, même avec d'ailleurs un taux de recyclage de 50%, ce qui fait que ce n'est pas la peine d'imaginer un monde dans lequel on développerait de l'hydrogène si on ne résout pas ce problème de catalyse, par exemple. Je reviendrai là-dessus. Mais néanmoins, si tout marche bien, vous pouvez imaginer un monde qui est le suivant. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est un schéma qui mérite réflexion. C'est un schéma dans lequel, enfin, c'est un monde dans lequel la production d'énergie et son utilisation est très délocalisée à l'échelle d'une maison ou à l'échelle d'un quartier. Et l'hydrogène, à mon avis, permet cela. Voyons ce schéma. Vous avez une maison avec des panneaux photovoltaïques. Vous avez une cave dans laquelle vous avez un réservoir d'eau. Vous avez un électrolyseur qui permet d'utiliser l'eau et de produire de l'électricité par électrolyse et de produire de l'hydrogène par électrolyse, et donc vous avez une bonbonne d'hydrogène, une bonbonne d'oxygène, qui sont les produits de l'électrolyse de l'eau. Puis quand il n'y a pas de soleil, qu'il fait nuit, qu'il ne fait pas beau, etc., vous utilisez cet hydrogène et cet oxygène dans une pile à combustible que vous avez aussi dans votre cave. Enfin, il faut une cave assez grande où il faut une pile à combustible et un électrolyseur. Et cet excès d'énergie sous forme d'un carburant chimique, l'hydrogène, peut être utilisé, redonner de l'électricité pour alimenter la maison. Et vous voyez même la voiture qui a l'air d'être une décapotable, donc qui est assez... donc voilà, évidemment, c'est le cas d'un pays relativement riche. Et j'ai pris ici un petit calcul. Si on admet que la consommation par an d'une famille française est de l'ordre de 6700 kWh, moyennant que vous connaissez l'énergie libérée par une molécule d'hydrogène, que vous connaissez la consommation électrique d'un électrolyseur, enfin, etc., que vous mettez les bons rendements des électrolyseurs, des piles à combustible, quand on vous pose la question combien par jour faut-il électrolyser d'eau dans un schéma comme ça, eh bien, c'est pas beaucoup. C'est, vous voyez, 2 litres, moins de 2,5 litres d'eau qu'il faut avoir ici disponible pour alimenter, pour donner cette énergie. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on peut se dire qu'évidemment, pour des pays moins consommateurs d'énergie, des pays plus pauvres, évidemment, c'est des quantités beaucoup plus faibles, moyennant évidemment qu'ils puissent accéder à ces électrolyseurs et à ces piles à combustible. Donc tout l'enjeu, c'est évidemment de diminuer le coût de ces affaires-là. Et puis, vous voyez que dans un schéma comme ça, c'est 55 mètres carrés de panneaux solaires, donc ce n'est pas non plus insurmontable. Voilà à peu près le niveau d'énergie. Alors, il faut produire de l'hydrogène. Je rappelle que pour le moment, plus de 95% de la production d'hydrogène, parce que l'hydrogène, ça existe dans l'industrie en particulier, vient de cette réaction de reformage qui, évidemment, n'est pas du tout intéressante. Il faut trouver d'autres façons de produire de l'énergie. Je vous l'ai dit, par électrolyse de l'eau, par exemple, puisque cette réaction de reformage utilise des hydrocarbures pour produire de l'hydrogène, et évidemment, en ce faisant, elle produit aussi cette réaction du dioxyde de carbone, et donc ça, c'est pas bon si on veut répondre à la question des gaz à effet de serre. Donc il faut trouver d'autres façons de faire. Alors il y a 36 sortes de façons de produire de l'hydrogène. Donc je l'ai dit, par les énergies renouvelables, par électrolyse, par le nucléaire, l'excès d'énergie nucléaire par électrolyse, par la chaleur issue de ces centrales, par la photoélectrolyse, par la thermochimie, la gazéification de la biomasse. Et puis, il y a tout un tas de systèmes plus élaborés. On appelle le biohydrogène, c'est-à-dire l'utilisation biotechnologique de micro-organismes, cyanobactéries et microalgues qui sont doués pour produire de l'hydrogène. Et puis, s'inspirant de ces systèmes-là, c'est le développement des cellules photoélectrochimiques. J'en dirai aussi quelques mots rapidement.
Alors, évidemment, tout ça est très bien. Finalement, j'ai envie de dire que dans le domaine de l'hydrogène, ce n'est pas tellement des nouvelles technologies qu'il faut découvrir, parce qu'un électrolyseur, on sait très bien ce que c'est, on sait le faire marcher. Une pile à combustible, on sait aussi très bien. Donc l'enjeu, ce n'est pas tellement d'inventer des choses très compliquées. Par contre, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, pratiquement, c'est un... Bon, le coût du kilogramme d'hydrogène, c'est de l'ordre de $2 par la technologie actuelle, reformage. Et donc, par électrolyse, par biomasse, par cellules photoélectrochimiques, par photovoltaïque couplée à l'électrolyse, le biohydrogène, tout ça, on peut aller de 5 à $10 par kilogramme d'hydrogène. Donc là, pour aller vers l'hydrogène, il va falloir que toutes ces nouvelles technologies trouvent des solutions pour descendre à $2 par kilogramme d'hydrogène. Donc il y a un facteur pratiquement de 3 à 5, ce qui est quand même colossal. Donc ici, c'est pour donner, mais peut-être je peux remplacer ça, mais en gros, c'est ce que je disais. Hein. Bon, enfin, il faut... Voilà les comparaisons. Au moins un facteur 2. Il faut trouver une diminution du coût de production de l'hydrogène d'un facteur 2. Et puis, il faut évidemment tenir compte dans toutes les technologies de la quantité de CO2 qu'on produit, parce qu'à nouveau, on veut développer l'hydrogène pour remplacer un carburant de type carboné, fossile, qui produit du CO2 en s'oxydant. Et donc, voilà, on voit bien que, en effet, les systèmes les plus intéressants en termes de production de CO2, vous voyez, kilogramme de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit, c'est l'électricité renouvelable et c'est l'électricité nucléaire. Le problème du transport, quelques mots. Actuellement, sur les 14 terawatts consommés sur la planète, de puissance par la planète, il y a à peu près 3 terawatts qui sont essentiellement pétrole, on l'a dit, pour le transport. Et les biocarburants, c'est 0,1 terawatt. Je voulais juste vous montrer ceci. En fait, si on se pose la question d'exploiter au mieux l'énergie renouvelable qu'est le soleil, faisons un petit calcul de rendement. Est-ce que c'est plus rentable de prendre du soleil, de faire des biocarburants et ensuite d'utiliser ces biocarburants dans des moteurs à combustion, ou bien de prendre du soleil, du photovoltaïque, de stocker dans les batteries et d'utiliser dans les moteurs électriques? Eh bien, si vous faites le calcul des rendements, je ne rentre pas dans le détail, parce que le rendement de photosynthèse est absolument catastrophique, eh bien, les biocarburants, c'est 500 fois moins efficace que la stratégie batterie-moteur électrique. Bon, alors si on prenait ça à la lettre, on dirait, bien, ok, c'est clair, il faut faire des batteries et il faut faire des voitures électriques et pas de la biomasse. Bon, en réalité, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. La biomasse est très abondante. Les batteries, on l'a dit, de faible densité énergétique massique, et les progrès sont quand même continuent à être limités. Et l'autre question, c'est, il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène, pour le moment, je ne l'ai pas, puisque j'ai parlé d'énergie massique de l'hydrogène, mais si je faisais de l'énergie volumique, eh bien, il y a un autre problème, c'est un gaz. Alors, vous voyez que pour faire 400 km, il faut des batteries il faut à peu près 400 kg de batterie. Pour faire 400 km, il faut 50 kg d'essence, donc c'est quand même plus intéressant. Et pour faire 400 km, il faut 4 kg d'hydrogène, donc il faut 45 000 litres d'hydrogène. Donc il faut un camion-citerne derrière chaque voiture. Donc effectivement, ça pose un problème. Donc si on veut utiliser de l'hydrogène... Alors la conclusion de ça, c'est ça. À mon avis, je crois que tout le monde converge sur cette idée qu'en 2050, quand on parle de transport, eh bien finalement... l'essentiel sera les carburants fossiles liquides. Vous voyez ici, c'est une échelle dans laquelle vous avez à peu près un peu plus de 3,5 terawatts pour le transport. Vous voyez, ça c'est la quantité en horizontale pour les véhicules électriques, donc c'est très faible. C'est moins de 0,5 terawatts sur les 3,5. Le grand domaine, c'est presque 2 terawatts pour les carburants fossiles. L'hydrogène, ça sera très peu aussi, vous voyez, de l'ordre de 0,2 terawatts. Et malgré tout, il y aura de la biomasse. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut imaginer. Enfin, il y aura des biocarburants, en dépit du fait que, du point de vue de l'utilisation de l'énergie solaire, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Voilà. Alors, un des enjeux du côté de l'hydrogène, eh bien, c'est effectivement de ne pas utiliser de l'hydrogène gazeux, mais d'utiliser tout un tas d'autres formes d'hydrogène. Et il y a tout un tas de recherches, je ne veux pas les développer. Là, la chimie joue un rôle extrêmement important. Alors, il y a des procédés physiques, gaz comprimé, liquéfaction, mais ces stratégies-là consomment une grande partie de l'énergie qui a été gagnée, enfin, qui est dans l'hydrogène. Donc, c'est quand même ça coûte beaucoup en énergie. Et donc, les chimistes aussi essayent de trouver des matériaux, des nouveaux matériaux qui stockent l'hydrogène d'une façon ou d'une autre. C'est tout le développement des hydrures métalliques, je ne rentre pas dans le détail, de matériaux solides poreux qui ont une grande capacité d'absorption des gaz, et puis aussi d'autres formes d'hydrogène activable qu'on appelle les boranes. Donc il y a tout un domaine où la chimie peut jouer un grand rôle, et l'industrie chimique également, bien sûr. Oui, j'ai évoqué cette idée. Une autre façon, et aujourd'hui il y a beaucoup de discussions là-dessus, une autre façon de résoudre le problème de l'hydrogène et celui du CO2 en même temps, c'est de faire de l'hydrogénation du CO2. Si vous faites cette réaction CO2 plus hydrogène donne de l'acide formique, vous avez une forme tout à fait intéressante de stockage d'énergie et de stockage d'hydrogène. Parce que si vous avez besoin d'hydrogène pour la pile à combustible, vous pouvez, moyennant des réactions aussi qui sont catalysées, hein, il y a besoin de catalyseurs, convertir cet acide formique en CO2 et en hydrogène. Donc, par ce cycle, somme toute vertueux, vous stockez la forme d'hydrogène sous une forme qui est alors beaucoup plus facile à transporter, forme liquide, et vous pouvez redonner l'hydrogène à besoin. Et évidemment, c'est un cycle qui ne produit pas de CO2, puisque vous consommez une mole de CO2 ici et vous la redonnez lorsque vous fermez le cycle. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus. Voilà, je voudrais terminer sur... Je voulais évoquer ces différents aspects, donc à la fois des gros avantages de l'hydrogène et en même temps des gros problèmes. Mais je pense que ça sera un élément du mix énergétique. Mais comme vous l'avez vu, même si je travaille sur l'hydrogène, honnêtement, je vous indique quelles sont les perspectives auxquelles je crois, par exemple, en matière de transport. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que même si l'hydrogène est important dans notre vision énergétique de demain, c'est pas tellement dans le transport. C'est beaucoup plus dans cette notion de stockage. Et peut-être cette idée de cette maison qui produit son hydrogène et l'utilise est une idée qui me semble intéressante. Oui, la question des catalyseurs. Alors, je voulais vous montrer quelques réalisations qui ont été faites dans mon laboratoire. Donc, vous voulez remplacer le platine et les métaux nobles, donc il faut aller voir du côté de ces métaux, de la première famille de transition, manganèse, fer, cobalt, nickel. Et quand on regarde... comment la nature fait? Parce que excusez-moi, je vais faire un peu de biologie là maintenant, pour quelques minutes. Quels sont les meilleurs catalyseurs autres que les métaux nobles sur Terre aujourd'hui? Eh bien, les meilleurs catalyseurs pour la réduction de l'eau en hydrogène et pour l'oxydation de l'hydrogène se trouvent dans les organismes vivants. Dans certains micro-organismes, ce sont des enzymes, donc ce sont des protéines, qu'on appelle des hydrogénases, et qui catalysent cette interconversion entre l'eau et l'hydrogène avec des propriétés tout à fait fantastiques, sans surtension, si vous voulez, je n'ai pas le temps de développer, mais avec des activités catalytiques absolument formidables. Et ce qui est tout à fait étonnant pour le chimiste, c'est que ces enzymes réalisent ça dans des sites actifs qui contiennent que des métaux non nobles, nickel, fer dans un cas, fer et fer dans l'autre. Je ne rentre pas dans le détail de la description de ces sites actifs, mais c'est à cet endroit-là, au niveau de ces deux atomes de fer ici et au niveau de cet atome de nickel et de fer, que ces réactions se produisent avec une très très grande efficacité. Donc les chimistes s'inspirent de ces sites actifs pour inventer des nouveaux catalyseurs, et nous c'est ce qu'on essaye de faire. Et vous voyez, ce sont des résultats très récents, et donc nous avons réalisé au laboratoire avec mon collègue Vincent Artero, qui est un fantastique chimiste. Nous avons, à partir de la compréhension de ces enzymes, construit des catalyseurs, par exemple à base de nickel, greffés sur des nanotubes de carbone, qui donnent des matériaux d'électrode extrêmement intéressants pour la réduction des protons en hydrogène. Plus récemment, vous voyez, en 2013, ce sont des complexes de cobalt. Récemment, donc ça, c'est des complexes moléculaires greffés sur des nanotubes de carbone. À peu près en même temps...
nous étudions aussi des matériaux déposés sur des électrodes à base de cobalt. Et d'autres chercheurs, par exemple Dan Nocera au MIT, enfin maintenant à Harvard, a aussi montré que des nanoparticules d'oxyde de cobalt étaient des très très bons catalyseurs, non pas pour la réduction de l'eau en hydrogène, mais pour la réaction de l'autre côté, ici, de l'oxydation de l'eau en oxygène. Et donc, ça nous a conduit récemment à proposer que le cobalt pouvait être un métal de très grand intérêt à la place du platine pour toutes ces technologies de l'hydrogène. C'est un papier, vous voyez, qu'on a publié en 2011. Est-ce que demain, le monde à hydrogène sera un monde de cobalt à cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui en développement? Dernier point, parce que c'est un résultat très récent de notre laboratoire, publié cet été dans Nature. Il y a aussi l'idée d'utiliser les hydrogénases elles-mêmes. Pourquoi ne pas utiliser ces enzymes comme matériaux d'électrode? Et effectivement, il a été montré, vous voyez, au début des années 2000, que si vous prenez ces électrodes, ces hydrogénases, ces enzymes, vous les déposez sur des électrodes, eh bien, elles se comportent magnifiquement en termes du point de vue de leurs propriétés électrocatalytiques. C'est-à-dire qu'elles se comportent exactement comme du platine. Donc c'est une sorte de platine du vivant que vous avez ici, un catalyseur extrêmement doué lorsqu'elles sont déposées sur une électrode pour faire de l'électroréduction de l'eau en hydrogène ou la réaction inverse. Et donc il y a eu tout un tas de travaux qui ont été produits où ces enzymes sont déposées sur des électrodes. Ici, vous voyez, c'est une cellule photoélectrochimique. Vous éclairez, vous voyez, vous avez ici une anode, vous éclairez cette électrode, ça excite des électrons parce qu'il y a des semi-conducteurs, par exemple. Ces électrons sont excités, ils passent ici et, catalysés par cette hydrogénase, ces électrons peuvent conduire à la réduction des protons en hydrogène. Donc, vous voyez, vous avez un dispositif, il n'y a que de l'eau, il y a quelques catalyseurs sur les électrodes, vous l'éclairez et vous produisez de l'hydrogène. Ça, c'est le rêve qu'on a tous quand on travaille dans ce domaine. Je vais vous dire juste que c'est pas si facile que ça, et je termine vraiment là-dessus. Ces hydrogénases, là aussi c'est pareil, si elles étaient si fantastiques, elles seraient déjà développées, on aurait des tas d'électrodes à hydrogénase dans les dispositifs de type électrolyseur ou pile à combustible. En fait, elles ont deux grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'elles sont sensibles à l'oxygène. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, leur site actif, je ne suis pas rentré dans le détail, mais sont d'une très très grande complexité. Et en fait, pour les synthétiser, la nature a besoin de toute une machine protéique. C'est une dizaine de protéines qui interviennent en même temps dans la bactérie pour assembler ce site actif très complexe. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez du monoxyde de carbone ici et vous avez du cyanure. Il faut noter que la nature produit du cyanure et du monoxyde de carbone justement pour faire que ces sites actifs soient actifs pour la production d'hydrogène. Et donc ça, c'est pour le développement biotechnologique des hydrogénases, c'est un très très gros inconvénient. Eh bien, on a réussi une sorte de tour de force qui a été publié cet été dans Nature et complété dans Nature Chemical Biology, où nous avons synthétisé un petit complexe, c'est de la synthèse chimique, un petit complexe qui modélise le site actif, alors c'est lui là, qui modélise le site actif qu'il y a dans l'enzyme. Et grâce à une deuxième protéine sur laquelle nous avons pu fixer ce petit complexe, partant d'une enzyme qui ne contient pas la partie active du site actif, nous avons pu transférer le complexe de synthèse à l'hydrogénase qui est devenue totalement active. Donc nous avons inventé un réactif qui permet de complètement shunter toute la machinerie biologique de maturation des hydrogénases par une approche de chimie bio-inspirée associée à une protéine, je ne rentre pas dans le détail de quelle protéine il s'agit. Nous avons inventé ce réactif qui est capable d'activer n'importe quelle hydrogénase non active, ne contenant pas le site actif, par transfert de ce petit morceau qui, installé dans l'hydrogénase, devient totalement actif. Et donc, ça nous permet de produire à très grande échelle des hydrogénases sans s'embêter avec l'appareillage d'assemblage, de maturation des hydrogénases, de sortir des hydrogénases inactives et de seulement les traiter par notre complexe
bio-inspirés. Voilà, donc c'est ma dernière dia. Le rêve, c'est celui-là, je l'ai redit. C'est une cellule, c'est une sorte de photosynthèse artificielle, c'est une cellule photoélectrochimique dans laquelle vous avez ici des semi-conducteurs et des catalyseurs de type d'oxyde de cobalt. Vous les éclairez, vous activez des électrons dans la bande de conduction. Ces électrons passent de l'autre côté. Vous avez une cathode que vous avez modifiée soit avec nos catalyseurs, vous voyez, de type cobalt sur nanotube de carbone ou nickel sur nanotube de carbone, soit avec des hydrogénases. Et ces catalyseurs catalysent la réduction des protons en hydrogène. Donc à nouveau, un dispositif que vous éclairez. Il n'y a que de l'eau, enfin, et puis un peu de chimie. Vous éclairez avec du soleil et vous produisez de l'hydrogène. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.